Des synagogues et des hommes, une série réalisée par Catherine Garçon en collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, la synagogue Bevis Marks de Londres. Aujourd'hui donc, nous allons nous retrouver dans une étape peut-être beaucoup moins exotique, mais tout aussi intéressante, puisque cette émission et la suivante vont nous emmener à Londres, plus exactement dans la synagogue Bevis Marks, qui est la synagogue la plus ancienne d'Angleterre et qui a été créée, fondée et construite au tout début du XVIIIe siècle. Pour comprendre cette arrivée de cette synagogue Bevis Marks, qui sera pendant longtemps le point central du judaïsme londonien, il faut remonter un petit peu avant sa création, son érection, pour comprendre quelle était la situation des Juifs en Angleterre. Nous n'allons pas remonter au temps ancien où Guillaume le Conquérant avait emmené avec lui des Juifs lors de sa conquête de la Grande-Bretagne, pensant ainsi apporter une certaine richesse à son nouveau royaume. Nous allons en venir plus tard, c'est-à-dire à un moment où les Juifs avaient été expulsés d'Angleterre et où officiellement il n'y avait plus de Juifs. Officiellement, mais pas officieusement. Comment cela se faisait-il? C'est-à-dire qu'officiellement, les Juifs étaient donc interdits sur le royaume de Grande-Bretagne. Néanmoins, des Juifs étaient venus, et ces Juifs étaient des Juifs qui avaient fui l'Inquisition espagnole puis portugaise et qui avaient trouvé refuge au nord de l'Europe. On connaît toutes les aventures pour aller jusqu'à Amsterdam, mais il y avait aussi quelques Juifs qui étaient venus jusqu'à Londres, jusqu'en Angleterre, et qui faisaient semblant, qui continuaient à faire semblant d'être des chrétiens à l'extérieur, mais qui, profitant d'un climat quand même beaucoup plus doux que celui créé par l'Inquisition dans la péninsule ibérique, se réunissaient quand même pour leur culte, mais ceci d'une manière assez secrète. Au moment où Cromwell va prendre le pouvoir, au moment de la Révolution anglaise, certains pensent que le moment est venu pour demander officiellement le retour des Juifs en Angleterre. Parmi eux, un célèbre qui s'appelle Ménaché Ben Israël, qui lui était un rabbin qui était basé à Amsterdam, essaye de venir faire quoi en Angleterre? Convaincre que c'est le moment de réadmettre les Juifs. Et pourquoi est-ce le moment de réadmettre les Juifs? Non seulement parce qu'il pense trouver chez Cromwell une oreille favorable, mais il pense aussi, comme certains calculs le faisaient croire, que l'ère messianique approche et que cette ère messianique ne pourra être vraiment effective que lorsque tous les Juifs auront été dispersés aux quatre coins de la terre, parce que tant que cette dispersion n'aura pas eu lieu, pas possibilité d'amener le Messie, et donc il y a un point où les Juifs manquent, c'est-à-dire en Angleterre, et que donc il est tout à fait temps que ces Juifs reviennent en Angleterre. Alors, la première fois, Ménaché Ben Israël va aller voir Cromwell, ça ne va pas marcher, il n'y a pas eu d'entente, et puis à un moment où, effectivement, au moment d'une autre tentative ultérieure, on aurait pu penser que les Juifs allaient être officiellement réadmis dans le royaume britannique, il y a eu des rumeurs folles qui ont commencé à courir dans Londres, dont peut-être la plus folle a été que la cathédrale Saint-Paul, qui venait juste d'être terminée, allait, si on admettait le retour des Juifs en Angleterre, allait être transformée en synagogue. Et il y a eu comme un espèce de mouvement populaire contre la réintroduction du judaïsme en Angleterre, du moins la réintroduction officielle. Mais peu à peu, cette idée s'est fait jour pourtant, parce que au moment où en 1656 la Grande-Bretagne est en guerre avec l'Espagne, on saisit les biens des Espagnols qui sont sur le territoire britannique. Or, parmi ces Espagnols se trouvent des Juifs et on leur prend, l'un d'entre eux, on lui prend
ses affaires, son navire, ses biens, son commerce. Alors ce juif hésite longtemps et puis décide, c'est un juif qui s'appelait Robles, il décide d'aller dire je suis pas un vrai citoyen espagnol ou portugais, il faut pas croire, en fait je suis un réfugié, je suis en fait pas un catholique mais je suis un juif, et donc il demande par là de lui rendre ses biens puisqu'il n'est sûrement pas un ennemi de la couronne étant donné qu'il a fui lui sa péninsule ibérique natale pour retrouver refuge. Et chose extraordinaire, bien que les Juifs ne sont toujours pas admis officiellement en Angleterre, on reconnaît à ce Robles ses arguments et on lui rend ses biens. Et donc, on va venir à peu à peu, va se développer une situation où les Juifs vont être plus ou moins admis et on va leur permettre donc d'avoir un endroit pour faire leur culte, et cet endroit va être d'abord un tout petit endroit puisqu'ils sont pas beaucoup, ces juifs d'origine espagnole et portugaise, surtout portugaise, et ils donc se font une toute petite communauté qui va grandir peu à peu et qui va non seulement grandir parce que elle va avoir le droit donné par la couronne de s'installer et donc d'avoir toutes ces activités qui font une communauté juive normale. Alors, cette communauté juive, donc, se trouve dans un endroit, dans une rue qui s'appelle Christchurch Lane, que l'on peut encore voir. L'endroit, on ne peut pas le voir, mais il y a encore une plaque à Londres, sur cet endroit, qui mentionne que la première synagogue était là. Et puis, la communauté a grandi, et en 1701, on décide, on va ouvrir une grande synagogue, où vraiment le judaïsme londonien aura pignon sur rue et où il n'aura plus honte de se montrer, où il pourra développer toutes ses activités. Et cette grande synagogue, c'est Bevis Marks. Beaucoup d'événements vont marquer cette arrivée de Bevis Marks sur la scène londonienne. Il y aura, comme d'habitude, quelques bonnes histoires, et puis cette communauté qui va grandir va être marquée par des figures très importantes qui vont faire la gloire du judaïsme anglais. ביום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון מזמור שיר ביום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון להגיד בבוקר חסדך השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון מזמור שיר ביום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון כי שימחתני אדוני בפועלך במעשה ידיך עליהם מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמדו מחשבותיך מזמור שיר ליום השבת. Bien sûr, si l'inauguration de cette synagogue de Bevis Marks intervient en 1701, elle n'a pas surgi toute seule du sol, et c'était une décision qui avait été prise quelques années plus tôt, exactement 6 ans plus tôt, pour
permettent donc à cette communauté grandissante de trouver un véritable lieu. Alors, la communauté cherche un petit peu quelqu'un pour lui construire cette synagogue, et en 1699, un dénommé Joseph Avis, qui est en fait un non-juif, un protestant, va recevoir un contrat pour faire cette synagogue qui va coûter à l'époque la somme de 2650 livres sterling, qui est une très grosse somme pour l'époque. Et on dit que cet argent a été collecté parmi tous les membres de la Kehila de l'ancienne synagogue qui s'appelait qui ne s'appelait pas encore Bevis Marks comme je l'ai dit, mais qui était déjà donc constituée, et que ces membres de cette synagogue donc vont contribuer généreusement pour pouvoir enfin avoir un bâtiment digne de ce nom. Alors, ce nouveau lieu de prière va être ouvert le 27 Elul, juste avant Rosh Hashanah, juste avant les offices des fêtes, devant une grande réjouissance de tous les membres qui vont enfin avoir, entre guillemets, pignon sur rue et pouvoir se développer. Entre-temps, on peut voir que les relations des Juifs avec la population environnante s'est beaucoup améliorée, puisqu'il y a deux légendes qui accompagnent cette ouverture, cette inauguration de la synagogue de Bevis Marks de Londres. On dit d'abord que parmi les poutres du toit de cette synagogue, que je le précise, on peut encore visiter de nos jours puisqu'elle est à peu près telle qu'elle était dans le temps, si ce n'est l'éclairage électrique et le chauffage central. Donc on dit que dans le toit de cette synagogue, il y aurait une poutre qui serait venue d'un bâtiment de la marine britannique, de la marine royale, et qui aurait été offert par la princesse Anne, qui allait devenir plus tard la reine Anne d'Angleterre, mais qui ne l'était pas encore, et qui aurait donc été offerte à cette nouvelle communauté par la princesse Anne. On dit aussi que le dénommé Joseph Avis, qui était donc celui qui avait construit cette synagogue, était un Quaker, c'est-à-dire appartenait donc à une de ces sectes protestantes, et quand il a réalisé que ce qu'il avait construit était une maison pour Dieu, il a refusé d'accepter le paiement. Alors, on ne sait pas si ces deux légendes sont réelles. Ce qu'elles prouvent, sans conteste, c'est que les relations des Juifs d'Angleterre et surtout ceux de Londres se sont bien améliorés, puisque un membre de la famille royale et un membre de la communauté protestante viennent aider à cette réalisation. Alors, de l'ancienne synagogue, la petite synagogue de Christchurch Lane, on va amener les bancs. Alors comme ils sont pas très très beaux, on va plutôt les mettre derrière, puisque les nouveaux bancs sont mis devant dans la synagogue. Et puis on va comme ça commencer à distribuer des places, on va créer des œuvres sociales, par exemple, il va y avoir des distributions pour les pauvres, il y a même un fonds pour ce qu'on appelle les cautivos, c'est-à-dire les cautivos, c'est ceux qui sont gardés en captif, ceux qui étaient attrapés, les Juifs qui étaient attrapés par les pirates et qui ne pouvaient être rachetés que par une rançon. Et peu à peu, cette synagogue va commencer à s'améliorer, à grandir, à s'orner, et ce qu'on peut voir encore de nos jours, c'est-à-dire il y a encore de nombreuses œuvres d'art très très belles que l'on peut encore voir quand on va visiter Bevis Marks. Je précise quand même, puisqu'il faut le dire, j'espère toujours quand je fais ces émissions que vous irez un jour voir les synagogues dont je parle, que la synagogue de Bevis Marks, qui peut tout à fait se visiter, ne peut l'être en semaine que sur rendez-vous. Mais elle est ouverte au public, et donc elle va peu à peu s'agrémenter et s'orner de tout un tas de beautés que l'on peut encore voir. On peut encore voir de beaux manteaux de la Torah qui ont été donc brodés vers le XVIIIe siècle. Il y a aussi dans son architecture certaines choses qui rappellent directement la Torah, comme les 12 colonnes qui supportent la galerie et dont on dit qu'elles sont évocatrices des 12 tribus d'Israël. Et il y a aussi un très bel éclairage en bronze que l'on peut voir, qui est vraiment très très beau. Et donc cette synagogue va peu à peu prendre toute son extension. Faut savoir que cette synagogue va donc être une synagogue purement sfarade au sens propre du terme, c'est-à-dire pas des juifs du bassin méditerranéen, mais des juifs qu'on appelle les vrais sfaradim, les sfaradim qui venaient d'Espagne et du Portugal, et que encore de nos jours,
il y a certaines annonces pour vendre, par exemple, les mitzvot, qui sont encore faites en langue portugaise. Irme quiero, madre, Jerusalén, a pisar las hierbas y hartarme de ellas. En él me arrimo yo, en él me figuro yo, en el Señor de todo el mundo. Me saran cadenas de contar mis ansias. ¿Quién las tiene acates? Alors cette synagogue de Bevis-Marx, quand elle est ouverte, hérite des règles de l'ancienne synagogue et de sa communauté qui s'appelait Ka'al Kadosh Sha'arei Shamaim, ça veut dire la sainte congrégation des portes du ciel. Et effectivement, ces règles sont très rigoureuses parce que les Juifs anglais, visiblement depuis le début, ont vraiment veillé à une stricte application de non seulement l'orthodoxie, mais de tout un tas de choses qui étaient faites pour régler la vie sociale de ceux qui venaient prier là. D'abord, Sha'arei Shamaim veut être la seule congrégation séfarade au début, et il y a une menace de cherem, c'est-à-dire d'excommunication, à tous ceux qui créeraient un minyan séfarade hors de cette synagogue, excepté, dit-on, pour un mariage ou lorsque nous sommes dans la maison d'un endeuillé. Il y a aussi un grand pouvoir donné aux responsables de cette communauté qui s'appelle le Mahamad et qui est élu démocratiquement et qui doit jurer, pour pas qu'il devienne un tyran, devant le Aaron Kodesh, qu'il va toujours occuper ses fonctions et agir en fonction de la justice. Dans les rapports privés, on voit par exemple qu'un juif n'a pas le droit de louer la maison, l'habitation d'un autre juif sans sa permission, qu'il n'y a pas non plus de droit, par exemple, de dire la lachon hara. Et on sait que quand la synagogue va être transportée à Bevis-Marx, c'est-à-dire que non seulement celui qui va dire des médisances va avoir à payer une amende, mais celui qui l'a écouté va aussi avoir à payer une amende. D'autre part, les relations aussi avec les non-juifs sont très très réglementées. On n'a pas le droit de discuter avec un non-juif, c'est-à-dire on peut lui parler, mais on n'a pas le droit de rentrer dans une dispute avec lui, parce que sinon on est puni par la communauté. D'autre part, on n'a pas le droit non plus d'essayer de les convertir. Tout ça, il faut bien voir dans l'époque que les Juifs de Londres viennent de retrouver une certaine liberté et souhaitent donc continuer à vivre en harmonie avec tous ceux qui les entourent. Et donc ces règles très très dures vont en fait garder cette communauté de Bevis-Marx pendant de très longtemps, puisque elle fonctionnera comme ça pendant plusieurs centaines d'années,
avec une cohésion tout à fait remarquable. Il faut voir aujourd'hui que cette synagogue est beaucoup moins fréquentée, étant donné que les populations juives ont quitté les abords de cette synagogue pour partir dans certains endroits plus éloignés de Londres. Néanmoins, il y a un minyan a priori tous les Shabbats et qui suit encore certaines de ces règles énoncées donc par ce Ka'al Kadosh Sharei Shamaim au XVIIe siècle. Alors, ce qu'il faut aussi mentionner, et je crois que ça fera l'objet de la prochaine émission, c'est que cette synagogue Bevis Marks va être pendant longtemps le centre du judaïsme londonien. Elle va se voir se succéder à sa tête des grands Chachamim, puisqu'on va pas appeler ça des Rabbanim. Ils reprennent le titre sfarade de Chachamim, dont peut-être les deux plus célèbres sont Yaakov Sasportas et David Nieto, dont on parlera, et elle verra aussi passer tous les grands noms de judaïsme anglais, de Benjamin Disraeli à celui qui fera quand même la grandeur du judaïsme britannique au siècle dernier, Moshe Montefiore.